On va partir à Kiev parce que pendant que nous parlons, pendant que l'on attend un Steve Witkoff qui est également l'ami de Donald Trump à Berlin, peut-être pour demain, plus sûrement pour lundi, suite des discussions et des garanties de sécurité, eh bien Moscou continue de frapper l'Ukraine. Odessa encore, le port, des missiles, des drones. Guillaume, il y a eu des dégâts une fois encore. Il s'agit des centres énergétiques. Une fois encore, il s'agit de la population. Moscou n'en a que faire des discussions. Elle continue son travail de sape sur les Ukrainiens et notamment à l'approche de l'hiver. Oui, effectivement, c'est important de noter que ça se reproduit et ça arrive désormais quasiment toutes les nuits. Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est une attaque qui s'est concentrée principalement sur les régions du sud de l'Ukraine. Vous mentionnez Odessa, il y a eu Mykolaiv et Kherson aussi. Odessa, de grandes villes portuaires du sud du pays. Plusieurs des quartiers d'Odessa sont toujours privés d'électricité, sont privés d'arrivée en eau et en gaz également, puisqu'il y a eu les infrastructures de chauffage et énergétique qui ont été touchées. Donc c'est la stratégie russe. À mesure qu'on s'enfonce dans l'hiver et que les températures chutent, ils frappent le système électrique du pays et pour plonger la population finalement dans le noir. Nick, c'est intéressant ce que dit Guillaume sur ce choix notamment des cibles russes. Général, comment on détermine depuis quelque temps, on sentait que la capitale ukrainienne était principalement visée, missiles et bien évidemment drones. Et puis là, on a le sentiment que Moscou diversifie ses trappes. Est-ce que ça a un rapport avec la politique, j'ai envie de vous dire, avec les négociations, avec les discussions, ou c'est un choix purement militaire et stratégique? Je ne pense pas que dans ce type de guerre, on se limite aux militaires. Il y a plein de domaines qui sont abordés, c'est la stratégie générale. Le but, c'est de gagner cette guerre. Pour gagner cette guerre, on utilise la propagande, on utilise des moyens militaires, on utilise des moyens économiques. Et là, ce que l'on voit surtout, c'est la diplomatie, bien entendu, quand elle existe. Et ce que l'on voit surtout, c'est la destruction, finalement. On est dans la logique des 5 cercles de Warren, ce colonel américain qui avait défini dans les années 90, pour abattre un pays, les 5 cercles du pouvoir qu'il faut abattre. Et ce n'est pas forcément l'armée qui est au cœur. C'est bien souvent plutôt les infrastructures qui permettent à une nation de continuer la guerre. Et qu'est-ce que l'on voit depuis des mois et des mois? Alors certes, il y a des implications sur la population, sans aucun doute, obligatoirement. En revanche, les infrastructures énergétiques, c'est aussi ce qui permet à l'ensemble de l'économie ukrainienne de fonctionner. Et donc l'industrie d'armement. Donc si vous frappez tout cela, effectivement, il y a un moment où vous affaiblissez la capacité, je dirais, de fabrication oui, parce que des vous avez armements. tout à fait raison. On parle, bien évidemment, et à juste titre de la population, on parle des sites énergétiques, on parle moins des implantations militaires. Nul doute que Moscou, bien évidemment, sait, Xavier, où sont ces sites et qu'il les frappe également et que les Ukrainiens ne vont pas nous dire, et on peut les comprendre, bah oui, les Russes ont détruit une usine de fabrication de drones, d'obus ou de chars. Ils le savent plus ou moins parce que l'infrastructure militaire ukrainienne, elle est héritée de l'Union soviétique. Donc là-dessus, ils n'ont aucun problème. Ils ont les cartes de l'époque. Ils savent très bien où étaient les usines de construction, en tout cas les plus grands complexes. En revanche, les Ukrainiens, justement, ont fait un très très grand effort pour bouger tout ça, pour construire de nouvelles unités plus petites, pour construire des drones. Vous n'avez pas besoin d'un chantier naval comme il y a à Mykolaiv, qui prend énormément de place et qui est très facile à frapper. Mais ils cherchent effectivement, vous avez raison, à frapper toutes ces structures-là et toutes les structures énergétiques dont elles dépendent. Parce que si une usine de fabrication d'armes n'a plus d'électricité, évidemment, elle ne peut plus produire. Concernant Odessa, ça n'a jamais réellement cessé sur Odessa. Pourquoi? Parce que c'est la porte de sortie de tout ce que l'Ukraine peut encore exporter. Il y a encore des céréales, il y a encore une part d'industrie, il y a beaucoup d'acier encore. Et c'est donc une part de revenus qui lui permet de financer sa guerre. Et à l'inverse, c'est aussi éventuellement une porte d'entrée plus ou moins discrète pour certains matériels qui n'auraient pas été détectés, notamment par les Turcs. Donc quand il frappe Odessa, quand il frappe un cargo turc, il frappe aussi la survie potentielle de l'Ukraine, civile et militaire. Alors justement, vous parlez de frapper des cargos turcs. Regardez ces images, hein, les premières que vous avez vues. Il s'agit des frappes cette nuit de Moscou. Mais ce que vous allez voir là est en séquence et il s'agit de frappes russes sur Odessa, de cargos turcs. Alors que le président Poutine était avec le président turc. Ils étaient au Turkménistan, ensemble, presque main dans la main, qu'ils discutaient de conditions de sécurité, et notamment de cette zone, et de la protection des convois et des bateaux. Regardez ce qui s'est passé.
Geliyor bak, drone'a bak, patlayacak bak bak. Patlayacak bak. Aha patladı. Gemiyi patlat. Et ce matin, on peut écouter le président Erdogan qui n'est pas content du tout et qui dit que cette zone n'est pas une zone où il doit y avoir des combats, que ce n'est pas un théâtre de guerre. Pas sympa quand même. Vous discutez avec le président Erdogan et pendant que vous discutez, vous envoyez des drones. Non, il n'est pas content, d'autant qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques pour la Turquie à cet endroit. Il contrôle le Bosphore, donc c'est un peu eux aussi qui décident qui passe par là. Mais enfin, quand même, remettre quand même des distinguos fondamentaux. Les Ukrainiens, parce que Erdogan avait l'air de dire qu'il s'adressait à toutes les parties. Les Ukrainiens ne ciblent jamais des navires civils. Les navires qui ont été ciblés, c'était du transport de pétrole sous sanction. De la diplomatie. Voilà, oui, mais c'est toujours bien de le redire, tout comme les frappes d'ailleurs. Les Russes ne sont pas dupes. Voilà, sur les cibles militaires d'un côté et sur les cibles civiles de l'autre. Pour rebondir quand même, je vais apporter une précision. Hier encore, quand les Russes frappent une école, un centre d'entraînement écolier à Soumy, frappe délibérée là où il y avait des enfants. Il n'y a pas eu de victimes, heureusement. Enfin, je pense qu'il faut être naïf pour croire que les Russes, encore 4 ans plus tard, ne s'occupent pas d'aller détruire et tuer des civils ukrainiens. C'est ça aussi qu'ils cherchent. Je pense que Erdogan le sait aussi, donc il est bien embêté avec cette histoire parce qu'il a intérêt aussi à ce que les cargos partent de ce port. Il y a beaucoup de commerce et d'échanges. Mais comme le disait tout à l'heure le général Chovancy, c'est peut-être aussi une façon pour les Russes de mettre un coup de pression sur Erdogan qui fournit aussi des munitions et des armes à l'Ukraine. Donc, qui a fait quand même quelques coups pendables à Moscou depuis le début de cette guerre. C'est la zone d'influence naturelle des Turcs sur au moins le côté occidental de la mer Noire et même toute la mer Noire à partir du moment où ils contrôlent évidemment le détroit du Bosphore et le détroit des Dardanelles. Alors si je regarde par là, c'est vraiment fondamental. Brandon Warrett nous a rejoint. Bonjour, merci Brandon. On va faire un vrai faux dans quelques instants avec vous parce que on peut dire que le président Zelensky a fait un beau coup, les Ukrainiens aussi d'ailleurs sur le terrain. Il s'est rendu sur une partie plutôt sensible du front à Kupiansk, théâtre de combat acharné depuis des mois et puis l'un des Graals, on va dire ça comme ça, de Vladimir Poutine. Il l'avait d'ailleurs promis il y a quelques mois et on va écouter dans un instant une séquence qui vaut le détour, mais d'abord ce pied de nez de Volodymyr Zelensky à son ennemi. Santé à vous, aujourd'hui le secteur de Kupiansk. Nos combattants qui obtiennent des résultats ici. J'ai adressé mes félicitations aux gars. Merci à chaque unité et à tous ceux qui combattent, tous ceux qui détruisent l'occupant. Aujourd'hui, il est extrêmement important d'obtenir des résultats sur la ligne de front, pour que l'Ukraine puisse obtenir des résultats en diplomatie. Et pourtant, donc, je vous parlais de cette séquence qui aujourd'hui est croustillante. Il était en tenue de militaire. C'était Vladimir Poutine avec son chef d'état-major Gerasimov et il s'exprimait devant le peuple russe. Voilà ce que ça donnait à l'époque. Camarades, commandant suprême, les forces armées continuent d'accomplir leur mission conformément au plan de l'opération militaire spéciale. Les troupes du groupe interarmé avancent pratiquement sur tous les fronts, suivant ainsi les succès obtenus au cours de la campagne de printemps et d'été. Les forces occidentales ont libéré la ville de Kupiansk et continuent de détruire les unités des forces armées ukrainiennes encerclées sur la rive gauche de la rivière Oskil. Visiblement, mon cher Brandon, c'est pas ce qui s'est passé. Ou alors les choses ont changé et les Ukrainiens ont repris le dessus. Effectivement, et cette question, la ville de Kupiansk est-elle tenue par les Russes? Vu que les cartes parlent d'elles-mêmes, comme d'habitude, Christophe, on se tourne vers elles. Regardez, déjà, Kupiansk, on le rappelle, c'est dans cette région de Kharkiv. Nous ne sommes pas dans le Donbass, qui est focalisé donc par les négociateurs en ce moment, une ville qui est la priorité de Moscou depuis le début de la guerre. Alors on va regarder une infographie qui est extrêmement éloquente. Regardez la situation à Kupiansk ce jeudi 11 décembre. Vous le voyez, l'armée ukrainienne qui est présente en jaune-vert, et puis les Russes qui sont là aussi en orange-rouge. Ça, c'est le 11 décembre.
24 heures plus tard, seulement un jour plus tard, eh bien, le constat est sans appel. On voit une situation complètement transformée, une petite poche ici avec des Russes qu'on ne parvient pas vraiment à voir, avec notamment des Ukrainiens qui ont réussi à atteindre cette rivière Oskil qui coupe la ville en deux et qui perturbe les lignes logistiques russes. La question est légitime, hein. Combien de soldats sont positionnés dans cette zone? Eh bien, très peu, à en croire toujours l'ISW, l'armée ukrainienne, qui nous dit qu'il serait seulement 200 soldats. Alors on verra avec vous, Général Chovancy, comment 200 soldats russes ont-ils pu entrer dans le centre-ville de Kupiansk et prendre le contrôle de cette ville, comme c'est affirmé et réaffirmé par Vladimir Poutine. En tout cas, cette contre-offensive locale de l'armée de Volodymyr Zelensky eh bien, désenchante jusqu'au plus fidèle commentateur de l'armée russe, un blogueur militaire russe qui a été tamponné par le Kremlin, tamponné par Vladimir Poutine. Regardez ce qu'il dit, selon toujours l'ISW, des mots extrêmement forts. On ne nous a peut-être pas dit toute la vérité à Kupiansk. Merci beaucoup, Brandon. Général François Chovancy, répondez. Merci Brandon. Voilà, bon, très bien. En fait, ce que l'on voit, c'est que moi, je remarque d'abord que les Ukrainiens ont été capables de masser des troupes suffisamment nombreuses sans qu'elles soient décelées par les Russes, et qu'ils ont été capables de mener cette contre-attaque en zone urbaine et finalement de repousser les Russes. On ne sait pas combien il y en avait, au moins jusqu'à l'Oskil. Ce qu'on peut en déduire aussi, c'est que peut-être que les forces russes n'étaient pas aussi nombreuses qu'on pouvait le penser, qu'il n'y avait pas suffisamment de troupes, qui expliquerait pourquoi ils n'ont pas été capables de tenir. Donc en fait, on a d'un côté une force d'attaque qui a été suffisamment puissante pour bousculer les forces russes qui étaient présentes dans la ville, au nombre indéterminé, et que finalement, la bataille de Kupiansk, à mon avis, a été perdue là, nettement, par les Russes, puisqu'effectivement, après, on revient à la question de propagande, dire en permanence qu'on a gagné, alors qu'on voit bien que c'est pas vrai, c'est pas en mettant des petits drapeaux partout qu'on a gagné. Et ce que je dirais toujours, que pour une ville, pour qu'elle soit considérée comme gagnée, il faut l'avoir dépassée, en l'occurrence de l'Est vers l'Ouest pour les Russes, c'est de réinstaller et être capable de mener des attaques à partir de là et d'avoir nettoyé la ville et qu'on voit nettement que la ville est prise. Actuellement, on voit rarement ça. On a quand même un mélange. Il n'y a plus de ligne de front, en fait. Vous avez un mélange de zones grises, comme on le dit aujourd'hui, où il y a aussi bien des soldats ukrainiens que des soldats russes qui peut-être se battent de maison à maison dans le même secteur. Par contre, là, ce qu'on vient de voir très nettement, c'est une attaque organisée qui a réussi et qui a permis de reprendre une grande partie du territoire. Sans doute, d'ailleurs, ça a pris sans doute les Russes par surprise. Parce que quand même, ça a été très rapide. Donc, c'est que la manœuvre a été très bien menée et qu'en fait, la bataille de Kupiansk, à la date d'aujourd'hui, est gagnée au moins par les Ukrainiens du côté ouest. On verra après si de l'autre côté de l'Oskil, ça se passe de la même manière. Alors je vais vous interroger bien évidemment. Je voudrais juste une autre séquence puisqu'on parle de communication et de ce que font les Russes. Vous avez un président d'un côté sur le terrain. C'est un pied de nez. C'est aussi un message pour les Américains en pleine négociation alors qu'il y a un plan de paix plutôt favorable à Moscou. Et de l'autre côté, vous avez le Kremlin qui envoie Vladimir Soloviev, le propagandiste en chef, sur un autre terrain, là où les Russes sont à l'avantage, planter un drapeau au cœur de la ville et on va l'écouter. Ensemble, avec le commandant du 27e régiment et avec les soldats du 506e, nous hissons le drapeau en plein cœur du centre-ville de ce qui est maintenant Krasnoarmeysk, récemment appelé Pokrovsk. Alors, on pourrait se limiter, mon cher Xavier, à une bataille de communication, mais ça va bien plus loin, sachant que les Américains, et notamment le premier d'entre eux, le président Trump, aiment beaucoup l'image, aiment beaucoup les histoires qu'on lui raconte, et bien souvent, ça interagit sur ses décisions. Effectivement, on a deux images qui se confrontent en fait, celle de Volodymyr Zelensky à Kupiansk, celle de Soloviev qui n'est rien d'autre qu'un présentateur de télé finalement, propagandiste, appointé par le Kremlin, mais qui n'est pas un officiel. C'est même pas Gerasimov, c'est évidemment pas Vladimir Poutine. Donc d'un côté, on a un chef d'État qui prend de vrais risques parce que à l'endroit où est Volodymyr Zelensky, il enlève son casque pour faire la vidéo, mais les risques sont énormes. Hein. On est à moins de 2 km des lignes russes, les drones portent beaucoup plus loin que ça. Il peut y avoir une attaque à n'importe quel moment. À côté de ça, Soloviev fait de la propagande. Ceci dit, Pokrovsk n'est toujours pas tombé. Une partie de Pokrovsk est toujours aux mains des Ukrainiens. La poche de Mirnorad, où il y a plusieurs centaines de soldats ukrainiens qui pourraient à terme être coincés, est toujours ouverte, on peut toujours entrer et sortir, même si les conditions sont extrêmement difficiles. Ce que je voudrais juste préciser par rapport à Kupiansk, c'est que donc Brandon nous le disait, c'est dans le blast de Kharkiv. C'est pas une région pour le moment
revendiquée par les Russes. Donc on peut imaginer que l'effort de l'armée russe ne soit pas vraiment fait à cet endroit-là, mais plutôt sur Pokrovsk. Aline Lebaille-Crémer, n'est-ce pas dangereux de devoir se montrer en gilet pare-balles, avec un casque lourd ou pas d'ailleurs, pour essayer de raisonner ces alliés américains, alliés entre guillemets, du bien fondé de les soutenir et de ne pas soutenir Moscou? Mais regarde Dans le cas de Soloviev. Du président. Non, dans le cas du président... de Zelensky. C'est-à-dire... certains diraient il mouille la chemise, j'ai envie de vous dire, il mouille le gilet pare-balles. Il pourrait mourir. Hein. Il y va tout simplement pour convaincre tout simplement. Que la narration russe n'est pas forcément la bonne. Il y va pour plusieurs choses. Il avait dit il y a 48-72 heures qu'il était assez stupéfait du niveau de désinformation dans les méandres des couloirs et des salons à Washington sur la question de la supposée victoire inéluctable russe, donc qui induisait grosso modo que ça ne servait plus à rien ni de défendre l'Ukraine ni qu'elle résiste. Tout ça est un mensonge, ce n'est pas vrai. Donc il vient aussi rétablir une vérité. En disant non, cette ville prétendument encerclée ne l'est pas, sinon il ne peut pas faire cette vidéo à cet endroit-là, ce n'est pas vrai. 2, il vient dire les Ukrainiens continuent de vouloir résister, de ne pas céder leur territoire. Donc il vient aussi dire cela. 3, et il vient aussi rétablir, contrecarrer le narratif russe aussi et la propagande qui est en direction même des Ukrainiens, soit par les campagnes de bombardement, soit de désinformation, que tout est fichu pour les démoraliser, pour les faire souffrir. Il vient aussi redonner le moral, 1, aux troupes et 2, à la population à l'arrière aussi.